Je suis actuellement avec Jean Librero. Bonjour Jean. Bonjour Gilles. Merci de répondre à ces quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Alors, depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie? Gilles, en fait, je m'intéresse depuis l'adolescence. En fait, j'étais passionné par ça, la soucoupe volante dans l'adolescence. D'ailleurs, j'avais lu un livre de Jean-Pierre Petit, très jeune, mais j'ai arrêté ça, disons, quand je suis passé à l'université après le baccalauréat, et c'est revenu des années après, bien longtemps après. Est-ce que tu as déjà observé quelque chose de curieux? Personnellement, non. Concrètement, non. J'ai simplement un témoignage en région toulousaine. Je ne t'ai pas dit que j'ai grandi en région toulousaine. J'ai fait des études à Toulouse. Et j'habitais à côté de Muret, qui est une ville à 15 km au sud de Toulouse. Et c'est la sœur, la petite sœur d'un voisin, d'un très bon ami à moi, de mes meilleurs amis jusqu'à présent d'ailleurs, qui était en mobilette sur la route entre Onne et Muret, c'est là que je résidais. Il a vu une grande lumière, c'était à 18 h, au bord d'une route, il y avait un pré et un bois à 200 mètres, et au-dessus de ce bois, une lumière très très vive. Toutes les voitures sont arrêtées en pensant qu'il y avait un incendie. Et au bout de quelques minutes, enfin une dizaine de voitures s'étaient arrêtées, donc cette mobilette, et ils ont vu un flash, et puis cet incendie a décru, cette lumière a décru. Je sais qu'il y a eu un rapport de gendarmerie que j'ai jamais consulté, mais voilà, c'est une expérience. C'était certainement une observation OVNI. La nuit était tombée, je crois, en hiver, parce que 18h30, c'est pas l'été. Et voilà, et cette jeune fille est décédée malheureusement. C'était en quelle année? Ça devait être dans les années 75. Et cette jeune fille est décédée dans un accident de voiture en sortie de discothèque quelques années après. Ouais. Mais je me souviens toujours de son témoignage qu'elle m'a fait directement. Ça t'a marqué? Oui, oui, mais j'étais déjà sensible à ce sujet-là. Mais d'ailleurs, à cette époque-là, je vais te dire, j'habitais dans cette maison, dont mes parents, en pleine campagne, et je dormais toujours en été, la fenêtre, ma chambre ouverte, me disant, si un ovni passe ou se pose, il y avait un champ, c'était pas aussi loti que maintenant, je ne peux surtout pas le manquer. Donc je peux te dire, j'étais sensible. Mais ça t'a peut-être motivé encore plus? Oui, c'est possible, oui, ça m'a marqué intérieurement, parce que c'était un témoin direct dans mon entourage. Mais ensuite, quel a été ton parcours en ufologie? Est-ce que tu as adhéré à des associations, à des groupements ou tu étais un électron libre? Non, vraiment, je n'ai pas adhéré à des associations. Écoute, pour te dire comment je suis revenu vraiment dans ce domaine, dans ce secteur. En fait, j'ai tout simplement, un jour, quelqu'un m'a transmis un PDF et le livre m'a impressionné, mais j'ai pas voulu le lire parce que ce document m'intimidait. C'est un document dont on parle très peu actuellement dans le milieu ufologique, mais moi il m'a interpellé et j'ai mis au moins 6 mois à me décider à le lire. Et quand je l'ai lu, j'ai écrit à l'auteur en Amérique, et je vais te dire ce que c'est, mais c'est sûr qu'on n'en parle pas dans le milieu ufologique. Et je pense, j'ai mon intime conviction qu'un jour on en parlera à nouveau. Quand tu veux te dire ce que c'est, tu vas comprendre pourquoi je te dis qu'on n'en parle pas, qu'on n'en parlera pas avant un certain temps. Mais j'ai quand même une conviction. Alors, c'est un livre qui s'appelle Alien Interview. Alien Interview. Je l'ai traduit sous le titre Entretien avec l'alien. Et en fait, c'est l'histoire de... On connaît cette histoire. C'est la prétendue infirmière de Roswell, qui aurait été en contact avec l'entité survivante, qui aurait communiqué par télépathie avec elle. Et le document, si tu veux, ce sont des récits scientifiques, des récits historiques sur la genèse de l'univers, sur l'histoire de la planète Terre, sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de la vie à l'échelle du système solaire et de la galaxie ou des galaxies, l'histoire de civilisations galactiques. Donc, on peut le considérer comme un livre de science-fiction pure, mais il est présenté comme un document authentique. Bien sûr, il n'a jamais été authentifié par personne. Personnellement, j'ai un sentiment fort avec ce document, et beaucoup de gens qui l'ont lu ont une conviction de ce que ce document est tout simplement un document authentique, c'est-à-dire l'expression de l'expérience de cette femme qui a été avec cette entité extraterrestre. Et je l'ai traduit Entretien avec l'alien, avec l'autorisation de l'auteur. Et puis ça m'a donc motivé pour revenir un peu dans ce domaine. J'ai commencé à relire, et puis voilà.
C'était en 2013, tu vois, il y a très peu d'années en fait. Est-ce que c'est ça qui t'a incité à traduire des livres américains pour publication en France? Ben, c'est-à-dire que j'ai pensé quand même que comme je suis diplômé d'anglais, d'espagnol, j'ai été traducteur assermenté sur la Cour d'appel de Paris, donc j'ai une pratique de traducteur. Et j'ai compris quand même qu'on avait besoin, ça a été mon sentiment en tout cas, mon impression des auteurs américains, des chercheurs anglophones, ou en tout cas étrangers, qu'on ne pouvait pas se contenter des recherches d'auteurs français, c'est ce que je pense, hein, tout en sachant que les auteurs français contribuent et sont nécessaires, heureusement qu'il y en a. Donc peut-être que j'ai acheté sur Amazon pas mal de livres français et étrangers. Pareil, quand les livres américains, on paie les pauvres. Hein. Le transport coûte quelquefois aussi cher que le livre. Hein, pour les livres, après, il y avait Kindle, j'ai acheté Kindle. Donc ça m'a motivé. Puis ce qui s'est passé, c'est que c'est ce livre, justement, Rencontre avec le peuple des étoiles. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et si tu veux, Gilles, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la conviction, le sentiment intime, ce n'est pas intellectuel, c'était une conviction intime que ce livre devait être traduit. Alors là, on peut entrer dans toutes sortes de dimensions métaphysiques ou pour interpréter cela, mais moi je ne cherche pas à l'interpréter, je me fie à mon expérience, qui c'est vrai qui a été cohérente, si on peut dire, dans le sens après cela. Donc je n'ai pas lu tout de suite, d'ailleurs ce livre m'intimidait, la couverture même, et rencontre d'Amérindiens avec des cultures stellaires. Quand je l'ai lu, j'ai écrit à l'auteur, j'ai écrit à l'éditeur. L'éditeur m'a donné son autorisation pour le traduire. Et je lui ai dit, mais en fait, je ne peux pas le traduire sans avoir parlé avec l'auteur. C'est ce que j'ai ressenti. Donc j'ai réécrit à l'auteur, je lui ai dit, il faut absolument que je parle à Hardy Six-Killer. Parce que je percevais, Gilles, je te le dis très sincèrement, je percevais un voile, je percevais un mur, un rideau qui m'interdisait de toucher à ce livre. Tant que l'auteur ne m'aurait pas regardé dans les yeux, me dire Jean, tu peux traduire mon livre. C'est ce que je ressentais. Donc j'ai pu parler avec Hardy Six-Killer. Oui. Et ça s'est passé très très bien, très très bien. C'est une femme de cœur, une femme de conviction, une femme généreuse, d'amour, de bonté au sens fort du terme, c'est-à-dire qui n'a pas de préjugés sur les gens et qui est directe. D'ailleurs, comme ça qu'elle a pu écrire son livre, parce que les gens lui ont fait confiance, se sont confiés à elle. Dans la culture amérindienne, parce que les Amérindiens sont quand même secrets, donc ils ont pu se confier à une Amérindienne. Et j'ai cherché un éditeur, j'ai voulu choisir des éditeurs de référence, j'ai choisi Albin Michel, Guy Trédaniel, et je ne sais plus quel autre, une édition qui est près de Toulouse d'ailleurs. Puis c'était en cours, mais je n'avais pas de réponse définitive. Mais je n'ai pas voulu faire le tour de tous les éditeurs, j'ai voulu en choisir en me disant que je serais guidé. Puis j'écris à Christelle Seval, sans aucun rapport avec ce livre, pour lui dire est-ce que vous pouvez me conseiller là-dessus, pour ce livre. Et puis je le félicitais d'un livre qu'il avait écrit. Je lui envoie la traduction de la préface de ce livre, Rencontre Encounters with Star People de Hardy Six-Killer. Et tout de suite, quelques jours après, Christelle Seval me répond je veux publier ce livre. C'était totalement imprévu. Je n'étais pas du tout mon idée de proposer ce livre aux éditions Atlante. Pas du tout. Et c'est vrai que ce livre plaît à... Il y a très peu il n'y a pas de commentaires négatifs en général, parce que c'est un recueil de témoignages qui sont très vivants et qui sont très variés, à la fois dans leur forme, la qualité des caractéristiques des témoins et des contenus. C'est pour ça que j'ai écrit un article, parce qu'il y a des contenus distincts, je dirais opposés, non pas contradictoires, mais distincts dans les témoignages. J'ai envoyé cet article à Thibaut Canuti pour qu'il me donne un avis sur le livre, sur ce texte, et il a proposé donc à OVNI Languedoc de le publier. C'est comme cela que ça s'est passé. Donc j'ai traduit quand même, après cela, après rencontre, j'ai traduit 4 livres, mais le dernier n'est pas un livre d'ufologie, c'est un livre de Jason Quidd, qui est un expérienceur, qui est un thérapeute énergéticien canadien. Je te dis, c'est pas l'ufologie, mais c'est
très intéressant. Ça s'appelle Connaissance interdite au pluriel. Il revisite aussi un peu l'histoire de l'humanité. Par le voyage dans le temps. C'est pas incroyable. Mais... écoute, actuellement, j'ai fini la traduction d'un livre de Calvin Parker qui s'appelle Pascagoula, ma rencontre approchée. C'est le cas de Pascagoula. J'ai présenté ce dossier avec OVNI. Dernièrement, oui. Oui. Alors la vidéo n'est toujours pas en ligne parce que Patrice Galacteros a beaucoup de mal avec le montage, parce qu'il a dû flouter les sujets. On a été un peu perturbé par une visiteuse ce soir-là, il te racontera. Bon, on n'a pas perdu son sang-froid, c'était plutôt cocasse dans le fond, mais dans la forme, bon, ça a perturbé un petit peu, mais surtout, lui, ça l'a fait beaucoup de soucis pour le montage. Et moi, ça porte un peu préjudice, parce que on a eu l'interview avec Calvin Parker. À la fin, ça a duré dans les 35 minutes, qui n'était pas facile d'ailleurs, parce que c'est l'accent du Mississippi, c'est l'accent du Sud, l'accent des États du Sud, et je t'assure, j'ai une bonne expérience de la langue anglaise, la pratique des traductions, d'interviews aussi, mais tout le monde était témoin que même Gilles Labrodet qui était là, je l'ai appelé au secours, à l'aide, à un moment donné, est-ce que vous comprenez? Parce que j'avais du mal. Je m'en suis tiré parce que j'avais déjà interviewé avec Olivier de Sédona, mais c'est quand même un privilège, c'est une belle initiative, je saisis l'occasion, devant l'antenne OTH TV, pour saluer l'initiative de Patrice Galacteros, OVNI Paris, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'émissions Skype, et là c'est un bon test. Les gens étaient très contents, franchement, c'est vraiment ce que m'ont dit les gens à la fin de l'interview, qu'ils étaient très contents d'avoir entendu en direct un témoin. C'est un dossier très solide, qui a été très étudié. Allen Hynek était là, le directeur du Center for UFO Studies, l'ancien directeur du projet Blue Book. Il était là le lendemain, ça s'est passé le 11 octobre 1973, et le 12 octobre, Allen Hynek est venu. Parce que dans la nuit, ils ont été interrogés, les deux hommes ont été interrogés au bureau de police, c'est-à-dire au bureau du shérif, pendant plusieurs heures. Donc il y a eu des rapports tout de suite, et Allen Hynek a compris que c'était un dossier sérieux. Il est venu le lendemain de Chicago. Les entités sont particulières aussi, hein. On les voit pas partout. Hein. Oui. Ben oui, on a commenté tout à l'heure avec toi et tous nos amis du Sceau le livre d'Eric Zürcher. Merci à M. Zürcher pour son travail. Et pour ce travail sur les rencontres approchées d'Italie, que j'ai découvert ce soir, je n'étais pas au courant de ce livre publié à Garpan, au Québec. Mais effectivement, c'est la caractéristique, et ce que nous devons méditer. Le phénomène n'est pas homogène, ne sera jamais homogène. On peut penser à la différence des morphologies physiques de l'Homo sapiens sapiens. Il y a une grande diversité de l'homme moderne. Donc on doit se penser la question d'accepter la diversité de caractéristiques biologiques. Et il y a des gens aussi qui croient que le format humanoïde n'existe que sur Terre, alors qu'il y a de fortes raisons de penser que bien au contraire, l'humanoïde est une réalité cosmique très largement répandue. Et donc effectivement, ils avaient des pinces. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, est-ce que ce sont des prothèses? Est-ce que ce sont des androïdes? On ne sait pas la réalité. Beaucoup pensent que c'est... Certains pensent que c'était des robots, d'autres que c'était des êtres biologiques, absolument. Mais en tout cas, là, dans le document, on a une étude faite par James Harder, qui a accompagné Allen Hynek. C'est un professeur de Berkeley qui a pratiqué l'hypnose sur les deux hommes le jour même, donc, enfin le lendemain. Et il a fait par la suite une étude physiologique sur les deux hommes. Et ce document, je l'ai traduit, ce document annexe, je l'ai traduit, et ils avaient des marques au bras, tous les deux. Et ils ont tous les deux senti des piqûres au moment où les hommes, les créatures les ont saisis. Et au moment où ils les ont saisis, ils ont senti cette piqûre, ce déchirement, cet élancement, ou ce feu, cette brûlure, et bien ils ont été immédiatement calmés, relaxés, ils ont oublié leur peur, ils ont été soulevés. Donc c'est comme un calmant, un analgésique ou un relaxant, et puis ce phénomène de lévitation, ils sont soulevés, comme s'il y avait un champ électromagnétique. Et tu as un avis sur ce cas, ou tu en penses quoi?
de cette affaire? Personnellement, je suis convaincu que c'est un cas authentique. Et ce cas a été très étudié. Il a été étudié par Allen Hynek dès 1973. Il y a eu le livre de Charles Parker qui a été fait en 1983 avec un autre auteur, William Mendez, au dossier. Calvin Parker, qui vient d'écrire son livre en 2018, a toujours fui les caméras. C'est pas quelqu'un qui a surfé sur la vague médiatique. Les deux hommes ont été traumatisés. Si tu veux, le témoignage du shérif Fred Diamond, qui était le chef du bureau du shérif du comté de Jackson, où se trouvait Pascagoula, a témoigné lui-même, de même que Hynek, Harder et les autres fonctionnaires, que ces deux hommes étaient terrifiés. Tu sais que les officiers de police, personnellement, je travaille avec la police, que je suis interprète judiciaire depuis des années, je peux te dire que les inspecteurs ont une expérience psychologique, que ce soit les Français, les Américains, donc on peut les tromper dans une certaine mesure et on ne peut pas les tromper dans n'importe quelle mesure. Parce que c'est un entretien de police et c'est des questions qui sont répétées pendant des heures et forcément quelqu'un qui simule va s'embrouiller à un moment donné. Parce que surtout quand on les prive de sommeil, les personnes ne peuvent pas calculer tout, etc. Mais ils ont été terrorisés et il y a aussi l'expérience de l'hypnose. C'est que dans l'hypnose, Hynek témoigne qu'on ne peut pas simuler la terreur dans l'hypnose. Dans les deux cas, ils ont dû interrompre la séance d'hypnose au bout de quelques minutes parce que au moment où l'expérience, on rentre à fond dans l'expérience, et bien, surtout le jeune homme, Calvin Parker, et bien, ils sont pris de terreur dans l'hypnose. Et le praticien est obligé de le faire régresser. Et vous allez oublier, et vous êtes avec nous, et tout va bien, vous respirez, tac. Si tu devais comparer l'ufologie américaine à l'ufologie française, comment tu verrais cela? Heureusement qu'on étudie le phénomène ici, parce que le phénomène OVNI, il est mondial, hein, c'est très clair. Hein, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière de la Russie. Donc le phénomène, il n'est pas national, il n'est pas américain, il n'est pas russe, il est vraiment planétaire. Et alors je sais que même en Chine, il y a des recherches importantes partout. Les interventions d'OVNI, dans l'hypothèse où c'est le cas sur les bases militaires, les bases nucléaires américaines, c'est un aspect significatif du dossier, du thème ufologique. Savoir que des extraterrestres, des cultures extraterrestres sont très hostiles à l'utilisation des armes nucléaires à l'échelle mondiale, que ce soit une guerre, un conflit entre les États-Unis et la Russie ou l'Union soviétique. Donc ces éléments historiques, si tu veux, politiques, sont liés au phénomène, à certains aspects du phénomène ufologique, donc ce qui s'est passé l'après-guerre, etc. Et évidemment, les États-Unis ont joué un rôle très important, politiquement, économiquement, militairement, ils jouent toujours un rôle. Donc il y a une caractéristique américaine, donc c'est difficile de comparer. Je pense que l'important, c'est la recherche sincère. Là, par exemple, je m'apprête à lire le livre de Roberto Pinotti, sur les ovnis en Italie, UFOs en Italie, je l'ai en anglais. Je disais tout à l'heure, là, dans le dossier Pascagoula, on m'a transmis, l'éditeur anglais qui a publié ce livre, m'a transmis un dossier du CUFOS, du Center for UFO Studies, de 1976, une étude sur la vague UFO de 1973, parce que l'affaire Pascagoula, c'est dans l'État de Mississippi, 1973, octobre, en fait, c'est une vague ovni très importante. Il y a eu plusieurs centaines d'observations en 1973 aux États-Unis et ailleurs. C'est vraiment une vague très importante, et surtout dans le sud des États-Unis et l'est des États-Unis. Et dans le dossier, dans l'étude du CUFO, Center de Allen Hynek, de 1976, eh bien, il y a un chapitre consacré à la vague de 54, et une analyse comparée de la vague de 54 française, entre autres française, et de la vague 73. Donc tu vois que les Américains, dès les années 70, enfin des grands spécialistes comme Allen Hynek, connaissaient très bien la vague française. Aujourd'hui, tu as adhéré au SO,
Oui. Alors, déjà, Gilles. pourquoi? Ben écoute Gilles, je connais Gilles Durand, Thierry Rocher, depuis plusieurs années que je fréquente l'association OVNI Paris, qui était dirigée par Guy Lothaire. Oui, j'ai connu Guy Lothaire. Et puis j'ai fréquenté les repas ufologiques de Paris aussi. Il y avait, c'était Chantal Duverne, maintenant il y a Stéphane Royer, puis il y avait Didier, ancien secrétaire. Bon, donc j'ai connu toutes ces personnes. J'ai assisté à quelques conférences depuis 2014, disons. La caractéristique que j'ai trouvée avec Gilles et Thierry, c'est qu'ils acceptent toutes les opinions. Ils ne rejettent pas les gens parce qu'ils sont trop ou pas assez sceptiques, ou parce qu'ils sont en faveur de tel dossier qui sera regardé avec méfiance par certains sceptiques. Non, on est en toute transparence et on est en liberté. Donc j'ai toujours été en confiance avec les gens du Sceau. Et Thierry Rocher, c'est la même chose. Voilà. Donc j'ai fréquenté, je suis venu à quelques journées de tri d'inventaire. Oui, mais c'est là qu'on se rend compte que 3 heures, mais ce n'est rien. Ça. Franchement, tout à l'heure on a fait l'Assemblée Générale et c'est vrai qu'il faudrait vraiment que les auditeurs, que les amateurs d'ufologie s'engagent, même pour des dons de 5 €, des dons symboliques, mais soutiennent. Donc voilà, le Sceau c'est un instrument de protection d'archives concernant précisément les recherches ufologiques en France. Donc c'est très important, de même que le travail de DHTV, qui en fait partie, c'est-à-dire préserver la mémoire du travail des ufologues qui ont travaillé depuis les années 30, qui sont peut-être très âgés aujourd'hui, les années 40, qui soient jeunes. La réalité, parce que qui sait ce qui peut se passer. Donc tout ça, c'est un travail de fourmi, un travail modeste, un travail d'archiviste, que ce soit par les interviews ou par le traitement des papiers, les documents, les correspondances, tout cela. Ça donnera un fruit un jour, parce que c'est souvent les gens modestes qui contribuent. Est-ce que tu aurais un conseil ou un commentaire à faire pour ceux qui hésitent d'adhérer au Sceau? Oui, eh bien, le conseil que je donnerais, c'est de consulter le site du Sceau, accéder aux archives concernant toutes les associations qui ont existé, et puis les documents numérisés aussi qui sont maintenant consultables grâce à ce site, au serveur qui a été mis en place, un énorme travail de numérisation avec des outils professionnels, donc des documents qui sont mis à la disposition du public grâce à un travail de gens bénévoles, un travail de fourmi qui est en même temps la synthèse de dizaines d'années de bénévoles, de gens qu'on ne connaîtra jamais, mais c'est considérable. Donc je pense que les personnes qui prendront le temps de consulter la page Facebook, une note, et explorer un peu le site seront encouragées, s'ils ne veulent pas payer une cotisation de 35 €, moins suivre l'activité et faire des dons ponctuels comme ça existe pour des médias, pour des associations. Et c'est sûr que je pense qu'il y a des besoins parce que pour aller recueillir des fonds, des legs, il faut se déplacer, il faut prendre un camion, une voiture, il faut payer les centres. Hein. Ouais. Tout a un coût et les enfants bénévoles et des moyens financiers aideront à continuer ce travail nécessaire. Et toi, ton opinion sur le phénomène OVNI Mon opinion, oui, je suis plutôt, comme on dit, un partisan de l'hypothèse extraterrestre, ce qui ne veut pas dire que je crois que tous les dossiers ufologiques sont des dossiers authentiques ou des dossiers extraterrestres, mais si, je crois à la présence extraterrestre, ça c'est incontestable. Maintenant, la présence extraterrestre, je pense qu'elle est également multiple, elle est pluriforme, elle n'est ni malveillante, seulement malveillante, ni angélique ou pléiadienne au sens de courant New Age. Je pense qu'elle est très diverse. Il existe des agendas divers et ça recoupe la réalité sociopolitique de la planète. Hein. Dans la planète, chaque État a ses agendas. Ce que veut M. Poutine pour la planète, est-ce qu'on le sait? Il cherche l'intérêt de son pouvoir, peut-être même pas l'intérêt de la Russie, mais son intérêt personnel. Que cherche M. Trump, que veut l'Amérique, que veut la France, que veut la Chine. Chacun a un agenda sur Terre.
Et en fin de compte, c'est du conflit. Il n'y a pas une culture planétaire unie, il n'y a que de la guerre commerciale, politique et malheureusement des guerres avec des morts. Les cultures galactiques ont aussi cette caractéristique. Elles ont des agendas divers qui ne sont pas forcément malveillants, qui ne sont pas non plus angéliques, entre guillemets. Donc je pense qu'il y a tous ces agendas qui se croisent. Que penses-tu de l'ufologie actuelle en France? Je pense sincèrement qu'on a intérêt à se confronter aux recherches internationales. Comme tout phénomène, que ce soit le commerce, les sciences, tout est planétaire. Le web est planétaire. Donc on ne peut pas avancer beaucoup, à mon avis, si on ne passe pas par des congrès, par exemple. Il faudrait, à mon avis, c'est un message que je donne aux auditeurs, mais également à ODH TV, nous devons avoir des objectifs modestes, des objectifs ambitieux, mais réalisables. Il est important de faire des congrès en France avec des invités internationaux. Et on ne peut pas faire des grands congrès du jour au lendemain, mais commencer. Commencer à inviter des Américains, mais des Italiens, des Russes, des Allemands, des Anglais, des Chinois, bien entendu. Et parler à quelqu'un qui recherche... fait les recherches sur les abductions, qui est coréen, qui vit en Angleterre, et en Corée. Oui, celui qui a accompagné David Jacobs. Le professeur d'Oxford. Oui. Et je l'ai revu à Paris. Il a un frère qui habite Paris. Et il fera peut-être une conférence un jour pour revenir à Paris. Mais je pense qu'on a besoin de se fédérer, de savoir ce qui se passe en Espagne, etc. De communiquer plus, et c'est ainsi qu'on avancera. Eh ben, pour ce premier interview, je te remercie beaucoup. Bon, comme c'est le premier qui dit premier, il y en aura d'autres. Merci d'avoir partagé tout ça aux ODH Notes, aux auditeurs et auditrices. Merci de tes questions, merci de m'avoir reçu, Gilles. À très bientôt. À bientôt.